Et c'est quoi la genèse? Pourquoi vous êtes allé vous attaquer à ce marché? Ouais, alors en fait, si tu veux, on s'est pas dit, comme pas mal de créateurs de startup, on voit un problème et on l'attaque. En fait, on n'a pas eu du tout cette démarche. Moi, en gros, qui fais pas mal de référencement naturel, je regarde ce que tapent les gens. Et en gros, c'est une source... Enfin, tu vois, je suis assez curieux. Et j'ai pas mal grenouillé dans l'univers des travaux, parce qu'avant, j'étais dans une boîte DoLead, qui faisait au tout début de la génération de leads pour les travaux. Enfin, sur d'autres choses, sur d'autres thématiques aussi, mais on a beaucoup travaillé sur les travaux. Et du coup, sur les travaux, la problématique du béton était pas du tout adressée. Et puis, c'est pas un univers où tu vends facilement des leads. C'est hyper niche. Hein. Ouais, c'est très niche. Ok. C'est très niche, mais il y a du volume. Il y a du volume. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Aujourd'hui, je reçois Benoît Vasseur, fondateur de plusieurs startups et boîtes de services, mais on va se concentrer sur l'une d'entre elles, peut-être pas la plus grosse, mais certainement celle qui vous intéressera le plus, Allo Béton. Allo Béton est un site sur lequel on peut commander, vous l'avez deviné, du béton. C'est destiné aux particuliers comme aux professionnels. Le site a 4 ans et reçoit chaque jour plus de 5000 visiteurs et génère annuellement 1,2 million d'euros. Et Benoît le gère à distance avec une équipe dédiée de 3 personnes. Il le gère, tu m'as dit tout à l'heure, en à peine 1 heure par semaine, environ 1 heure par semaine. Environ 1 heure par semaine. Incroyable. Ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui, c'est la création de l'audience sur une verticale de niche. Comment, autour d'un thème, on génère, puis on entretient du Google Juice. Et surtout ensuite, c'est un métier de pilotage et d'optimisation. J'aimerais comprendre comment tu le gères et comment tu l'automatises. Benoît, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Très heureux de te recevoir. Je t'en prie, c'est un plaisir. Pour commencer, Benoît, tu fais quoi dans la vie? Je fais beaucoup de choses. Hein. Si tu veux tenir les 1 heure que tu t'es fixé, ça va être compliqué. Max. Donc moi, je suis l'heureux fondateur de plusieurs boîtes. The Tribe, qui est une boîte de services qui fait du développement applicatif, qui compte une 40aine de personnes et qui m'occupe l'essentiel de mes journées. Rankabili, qui est une boîte de référencement naturel, et Allo Béton, qui est la boîte dont on va parler aujourd'hui. Allo Béton, The Tribe, boîte de services, vous faites du dev en quoi? On fait du dev en Node, en React, en Flutter, en React.js, enfin en React Native, pardon. Enfin toutes les technos un peu récentes qu'utilisent les startups. Plutôt front du coup, en dehors de Node, qui peut faire du back aussi, c'est ça? On fait aussi du back en Django. Enfin tu vois, en gros on s'adapte. On est une boîte d'ingé en fait, hein, donc on est plutôt une boîte d'experts techniques. Et on a aussi une partie product management qui est plus stratégique mais très orientée produit, quoi. On est une boîte de produits à destination de boîtes qui veulent externaliser. D'accord. Votre marché, c'est qui? C'est les startups série A, grosso modo, ABC, enfin celles qui ont levé des gros fonds. Et puis les ETI, on aime bien ce marché des ETI parce que c'est un marché sur lequel tu peux avoir pas mal d'impact sur le business des clients. Et en fait, en gros, les clients te suivent. Et en fait, c'est assez cool de voir les résultats. Pardon, les ETI pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Les entreprises de taille intermédiaire, voilà. Donc c'est les grosses PME, grosso modo. Très bien. Tu m'as dit une 40aine à date. Vous êtes où? On est à Nantes, la plus belle ville de France. Il paraît. Une belle, un beau startup hub en tout cas. Ouais, l'écosystème, tu vois, grossit pas mal, avec 2 générations de startups. Hein. La première, c'était celle assez connue de AI Advice, Akeneo et Lengo. Aujourd'hui, on est sur la deuxième vague avec des startups assez intéressantes comme Guest Suite, Gens de Confiance, Tister, tu vois. Bon, l'écosystème a rien à voir avec celui de Paris que je connais bien parce que j'ai monté DoLead par le passé. Je connais assez bien cet écosystème. Je sais pas si c'est 20 ou 30 fois plus petit que Paris, mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge et les gens se connaissent et il y a une vraie émulation. Donc
Donc tu vois, c'est. Et puis c'est à 1h30, 2h de Paris, même pas 2 heures de Paris, ouais. 2 heures de banlieue Paris. parisienne. Ok. Donc ça c'est The Tribe et Rankability. Rankability, donc on est une boîte de référencement, pareil, même type de cible. On travaille plutôt avec les startups qui veulent croître rapidement et tu vois qui sont en seed pour avoir de l'attraction ou en série A et qui veulent obtenir de la croissance en référencement naturel. On est vraiment focalisé sur le référencement naturel. Tu vois, on fait pas d'ads. Ok. Et avec une approche plutôt technique et plutôt gros site. Donc voilà. D'optimisation on-site, off-site, de netlinking. Alors on fait les deux. Je dirais que l'activité a commencé avec de l'optimisation plutôt technique. Tu vois, on a accompagné des sites comme Reverso qui sont d'énormes sites avec un travail assez important sur le maillage interne et puis la technique. Et puis progressivement, en fait, parce que c'était un besoin des clients, on est allé sur de l'off-site et on fait pas mal de netlinking. On était un des premiers à faire du netlinking, en fait, avec une approche un peu singulière qui est de faire de l'article sponsorisé. Donc, on va voir des médias qui ont pas mal de popularité. Et du coup, on les paye pour qu'ils rédigent des articles qui parlent de nos clients. Enfin, ça ressemble un peu au RP. Et à l'intérieur, tu as des liens qui sont optimisés et qui permettent de booster les pages de nos clients et ça marche hyper bien. Rankability à quel âge ? Rankability à 2 ans, enfin si on compte, en fait c'était intégré à The Tribe et on a souhaité séparer pour des histoires de lisibilité marketing. Intéressant, ok. Dans un métier d'agence, c'est une problématique que je peux comprendre. Bon, on s'est pas mal cassé la tête. Ok. Et en gros, soit on couvrait plus, tu vois, une offre globale chez The Tribe, soit on se spécialisait. Et en fait, l'ADN de la boîte, c'est vraiment d'avoir de l'impact par le dev. Du coup, on a séparé cette partie marketing parce que en fait, c'était plus simple de communiquer là-dessus pour nos clients. Et puis, les deux histoires se séparent parce qu'on n'a pas du tout la même vision sur les deux boîtes. Ni les mêmes profils, du coup. Ouais, et, ok. Rankability, c'est quand même une boîte d'ingénieurs qui fait du marketing. Peut-être sauf la partie off-site qui, pour le coup, est plus du marketing classique et presque, tu vois, de l'achat d'espace, de la publicité, quoi. D'accord. Toi, t'as quel âge ? 34 ans. Et t'es de formation, t'es ingé toi aussi ? Ouais, je suis ingé. Ok. Très bien. Eh bien, enfin, un faux ingé, quoi. Un ingé qui aime bien le commerce. Un ingé qui aime bien le commerce. Ça marche bien en général. Cool, merci pour cette intro. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est Allo Béton. C'est quoi Allo Béton ? Alors, Allo Béton, c'est un site internet qui vend du béton. .com, hein, on est d'accord. Allobéton.com, ouais. Donc, c'est un site internet qui vend du béton en ligne. Ce qui peut paraître un peu simple en fait. Donc le béton, on parle du béton prêt à l'emploi. Donc tu vois, c'est les toupies qui circulent dans la rue là qu'on voit. Et en gros, l'usage. Toupies, c'est les gros, les espèces de, enfin c'est les gros camions avec le truc qui tourne à l'arrière. Ouais, c'est pas la toupie de chantier. Hein, non, okay, c'est les gros camions. Tu vois, c'est des camions de 32 tonnes qui sont énormes. Ce qui est pas sans poser de problématiques pour les livraisons. Et en gros, on facilite l'accès de ce produit aux particuliers avec un parcours digital hyper fluide. En gros, le problème auquel on répond, c'est tu veux te faire commander du béton. Aujourd'hui, tu passes un coup de fil à la centrale. La centrale, elle va te dire bon bah écoute, j'ai un gros chantier, t'es gentil. Je suis en train d'approvisionner un chantier qui a besoin de 5 toupies aujourd'hui. Rappelle-moi dans 3 jours. Quoi. Et en fait, en gros, nous, on simplifie tout ça en prenant vraiment au sérieux la demande du particulier et en ayant une expérience sympa, fluide, etc. D'accord, tu parles de particuliers, mais quelle est la part de gens qui commandent eux-mêmes du béton versus la part de gens qui passent par un archi, par un maître d'œuvre, par... Alors, au niveau du marché, je pense que la majorité en fait passe par un archi ou un maçon. Après, au niveau de notre business, si c'était ta question, en gros, on a 95% qui sont des clients particuliers et on doit avoir 5% qui sont des maçons. D'accord, mais le particulier, c'est donc vraiment le particulier lui-même qui commande son béton. Ouais. Okay. On surfe clairement sur la vague de l'autoconstruction, hein, donc il y a pas mal de gens qui cherchent à construire eux-mêmes. Et en gros, l'alternative à nous, c'est, comme tu disais, la toupie que enfin, l'autre toupie, en fait. La petite toupie que tu mets chez toi, tu mets du sable et enfin, je sais pas quels sont tous les ingrédients du sable, du ciment et du caillou. Voilà. Et puis de la flotte.
Et donc du coup, en gros, pour donner un ordre de grandeur, si tu bosses bien à la main, tu peux réussir à faire environ 1,5 m par week-end. Alors si tu bosses très bien, tu arrives à faire tes 3 m3, mais tu finis le week-end avec le dos complètement en vrac et peut-être des complications. Ouais. Avec Allo Béton, en gros, tu peux couler 7 m3 sans problème d'un coup. Tu peux même faire plus, hein, tu peux faire 13, 14, 15. Après, il faut avoir des copains pour tirer le béton. Tirer, c'est grosso modo, tu prends une espèce de râteau et tu t'étales ce qui fait aussi mal au dos, hein, mais moins mal au dos que si tu fais ton béton toi-même. Et c'est quoi la genèse? Pourquoi vous êtes allé vous attaquer à ce marché? Ouais, alors en fait, si tu veux, on s'est pas dit comme pas mal de créateurs de start-up, on voit un problème et du coup. T'as dit créateur, hein, tu l'as dit un peu vite, j'ai compris crétin, mais t'as bien dit créateur. J'ai dit créateur. Ouais. J'ai dit créateur. On voit un problème et on l'attaque. En fait, on n'a pas eu du tout cette démarche. Moi, en gros, qui fait pas mal de référencement naturel, je regarde ce que tapent les gens et en gros, c'est une source. Enfin, tu vois, je suis assez curieux. Et j'ai pas mal grenouillé dans l'univers des travaux parce qu'avant j'étais dans une boîte Doolid qui faisait au tout début de la génération de leads pour les travaux. Enfin sur d'autres choses, sur d'autres thématiques aussi, mais on a beaucoup travaillé sur les travaux. Et du coup sur les travaux, la problématique du béton était pas du tout adressée. Et puis c'est pas un univers où tu vends facilement des leads. C'est hyper niche. Hein. Ouais, c'est très niche. Ok. C'est très niche, mais il y a du volume. Il y a du volume. Ok. Et en fait, en gros. Pourquoi j'ai attaqué cette problématique? Je me suis dit, il n'y a personne. Enfin, tu vois, les bétonniers sont nuls en référencement naturel. Enfin, tu vois, en gros, je les aime beaucoup, hein, je les connais pour la plupart. Il y a beaucoup de bétonniers en France? Ils sont très bons dans l'opérationnel, dans ce qu'ils font. Par contre, ils sont nazes en marketing. Ok. C'est quoi un bétonnier? Un bétonnier, c'est un Lafarge, un Cemex, un Holcim. Enfin, Holcim, du coup, maintenant... ces actifs ont été revendus là parce que Lafarge et Holcim ont fusionné, ou plutôt Holcim a racheté Lafarge, mais on dit que c'est l'inverse. Lafarge est mon premier employeur. C'est vrai? Ouais, j'ai commencé ma carrière à la direction des achats de Lafarge. J'ai dû y passer 1 an et demi, un truc comme ça, au siège. Hein, donc, hyper intéressant comme boîte. À Clamart? Non, j'étais dans le 16e, donc c'était le siège qui est à côté de la place Victor Hugo. Peu importe, le nom de la rue m'échappe, mais ok. Et donc eux sont tes partenaires. Toi, tu es une place de marché ou pas? Non, pas du tout. Donc moi, j'encaisse 100% de la prestation. Ok. Et ensuite, je fais appel en sous-traitance à des bétonniers. Mais au moment où je passe la commande, tu sais quel bétonnier tu vas utiliser ou pas encore? Ouais, d'accord. Donc c'est automatisé, il n'y a pas d'intervention humaine ensuite pour aller mettre en concurrence deux bétonniers sur un petit chantier. On est une boîte d'ingé, hein, donc on automatise absolument tout. Et en fait, au moment où le mec fait sa demande, le particulier fait sa demande, en gros, on sait à qui on va faire appel. En gros, ce qui se passe, bon, peut-être que tu poseras la question après, mais ce qui se passe au moment où tu fais ta demande, c'est que nous, on interroge toutes les centrales qui peuvent répondre. Donc, enfin, les grilles de prix sont intégrées dans notre système, et du coup, on prend la centrale qui peut répondre au moins cher possible aux particuliers. Et ces gros acteurs peuvent gérer le particulier? Enfin, tu vas me dire oui, puisqu'ils le font avec toi, mais... En fait, ils gèrent pas le particulier. Eux ont des sous-traitants? En fait, nous, on les appelle en sous-traitance. Ok. Donc, on est les clients. Okay. On est le client. C'est le client du bétonnier. Donc, pas une place de marché parce que tu encaisses toute la prestation lors de l'achat. Tu trouves le bétonnier ou le bétonnier est trouvé automatiquement et ensuite, il y a une mise en relation qui est faite entre le bétonnier et le particulier. Donc, je négocie à l'avance des accords pour pouvoir pricer le béton, ce qui n'est pas une mince affaire en fait. Je pense que c'est minuscule, non? Alors, pardon, je dis ça avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, mais pour alors je sais, un Lafarge ou un autre, qui va livrer 1,2 million de béton par an, enfin moins ta marge et tes coûts, mais c'est pas énorme pour eux. C'est pas énorme, mais ça grossit. Okay. Et du coup, en gros, je représente l'avenir pour eux, donc ils ont intérêt de bosser avec moi. Tu vois, en gros... pour te donner un peu les chiffres de target de l'année prochaine, on vise 3,5 millions. Et l'année d'après, je sais pas combien on va viser, mais 3,5 millions, ça nous paraît largement atteignable parce qu'à la fin de l'année, tu vois, en décembre, on a fait d'excellents chiffres et toute l'année, on a été en croissance. Donc, en gros, si on continue, si on fait rien, on fera plus que x2 et comme on va faire des trucs, on finira à x3, quoi. On y reviendra.
Juste pour revenir à la genèse, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Il y a plein de gens qui vont, je sais pas, faire des études de marché, trouver de l'insight, faire des workshops utilisateurs ou clients. Toi, en fait, tu regardes des mots-clés. Ouais. Donc, je regarde des mots-clés comme terrasse béton, d'alterrasse, toupie béton, ce genre de mots-clés hyper niche. Enfin, tu vois, en fait, je tombe sur le mot-clé toupie béton, qui à l'époque nous génère des leads sur les maçons, mais ça convertit hyper mal en fait, parce que quelqu'un qui tape toupie béton, a priori, il veut le faire lui-même, quoi. Et la première étape, du coup, c'est quoi ? T'as trouvé ces mots-clés, tu vois qu'il y a une niche, le marché de la construction est intéressant, ouais. Tu fais un site. Ouais, exactement. Donc, je commence par regarder ce que tapent les gens, et je me dis, il y a une opportunité de marché. Ensuite, je construis un petit site qui existe toujours, qui est un annuaire qui référence des centrales à béton. Ça s'appelle toupiebéton.net. Ok. Et donc, du coup, je lance ce site complètement dilettante en une soirée sur une logique automatique d'annuaire, tu vois. C'est moi qui construis l'annuaire parce que je suis dev. Je fais un design tout pourri. Enfin, tu regarderas, il n'a pas bougé. Toupiebéton.net. Toupiebéton.net, Ok. Ouais. Et du coup, en fait, assez vite, je génère 500 visites par jour. Je me dis, bah écoute, j'ai rien fait, j'ai même pas balancé de lien. Assez vite, c'est au bout de combien de temps ? 2 mois. Ok. On parle d'il y a 8 ou 9 ans, hein, donc c'était plus simple à l'époque. Mais tu vois, ce site n'a pas bougé en trafic. Voilà. Donc après, je me dis, bon, bah voilà, en fait, j'ai fait un site dégueulasse, je vais faire un site propre et qui va plus s'attaquer au problème, parce que là, j'étais sur une logique vraiment locale de SEO. Les gens qui tapent béton plus ville ou toupie béton plus ville. Et du coup, en gros, je me mets à monter un site qui s'appelle guidebéton.com. Guidebéton.com. Ouais. Guidebéton.com. Toupie béton, c'est juste un annuaire. Ouais, d'accord. Exactement. Et dans Guide Béton, tu vas un peu plus loin ? Dans Guide Béton, je me focalise sur les problèmes que se posent les gens. Tu vois, par exemple, épaisseur d'albéton, tout ça sur une logique vraiment purement SEO, de dire qu'est-ce que tapent les gens. Et donc, du coup, en SEO, il y a une règle qui est très simple, qui est une page égale une expression sur laquelle tu veux ranker. Et donc, du coup, je me pose la question de qu'est-ce que tapent les gens, et je regarde dans des outils comme SEMrush, qui est un outil qu'utilisent pas mal les référenceurs. Enfin, il y en a plein d'autres. Je me pose la question de quels sont les mots-clés qui intéressent cette cible. Et du coup, après, je construis de manière la plus logique possible une arborescence qui permet d'adresser toutes les problématiques qui sont liées au béton. Ok. Et tu te bases sur ces outils pour définir un peu ton arborescence, du coup tes gabarits, ou en tout cas les sujets que tu vas aborder. Exactement. Tu crées le guide, tu crées guidebéton.com. Tu fais faire les contenus, tu les fais toi-même ? Alors, je les fais faire. Je les fais faire par des étudiants qui sont en école de travaux. Tu vois, je fais appel à la junior entreprise de l'ESTP, en leur filant un guide de rédaction SEO, en leur disant voilà, les best practices, c'est ça, et nous, comme on veut de la qualité, tu vas me mettre 2 graphiques par page. Enfin, tu vas regarder sur Guide Béton, c'est quand même assez fourni, et puis nous, on fait la relecture, on homogénéise la ligne éditoriale pour que ça ressemble à quelque chose, quoi. Ok. Donc un travail que tu peux presque complètement déléguer c'est ce que j'ai fait. En dehors de faire la ligne éditoriale, t'assurer qu'il y ait une charte, un peu une cohérence, c'est ça, des contenus. En gros, même la relecture a été externalisée. Ok. Tout a été externalisé, quoi. Ok, donc tu faisais ça en parallèle. C'est à quel âge The Tribe ? The Tribe, c'est environ 5 ans. D'accord, donc tout ça c'était avant The Tribe et Rankability, du coup. Non, c'était un peu pendant. Ok. Tout ça est un peu mélangé. Enfin, si tu veux, les 3 boîtes, je les ai montées juste après Doolid. Enfin, j'ai fait un break d'1 an où je suis parti en mission humanitaire, et quand je suis rentré, en fait, j'ai monté plein de projets. Si je te raccourcis un peu l'histoire. D'accord. Donc, tu as fait Toupie Béton, qui était un annuaire. Tu as fait Guide Béton, cette fois avec des contenus un peu plus riches. Et du coup, t'en basais, tu faisais quoi ? Qu'est-ce que tu faisais des visiteurs ? J'en faisais rien. Ok. En fait, c'était purement expérimental. Je me disais, en fait, j'avais un peu de pognon quand même. J'avais un peu d'argent dans la boîte. Et du coup, je testais des trucs. Enfin, c'était une époque où je testais pas mal de choses. Doolid, tu l'as revendu ? J'ai revendu mes parts à mes associés. On était 3. Et du coup, j'ai fait un petit exit. Ok. Donc j'avais un peu d'argent dans la boîte. Et grosso modo, c'est pas un projet qui m'a coûté hyper cher. Hein. Faire appel à des étudiants qui sont en junior entreprise, c'est pas non plus, c'est pas hyper cher. Et donc, en gros, à un moment, ça commence à faire franchement du trafic. Tu vois, ça fait 5500 visites en consolidé avec Toupie Béton.
En parallèle, je remonte un annuaire, enfin tu vois, sur des expressions un peu différentes. Et puis donc je constitue un trafic qui commence à être sérieux, quoi. Et je me dis, je vais poser un formulaire de demande de devis, vraiment focalisé sur le béton. Et je vais regarder en fait sans qu'il y ait rien de connecté derrière, combien de gens font des demandes. À ce moment-là, t'es en mode fake it. Ouais, ça, complètement. Il y a ce formulaire, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a merci, on revient vers vous. Il y a désolé, nous ne desservons pas encore votre zone. Tu vois, en gros, c'est vraiment le désolé, mais il n'y a rien en fait. Ok. Donc assez déceptif pour l'utilisateur, mais en fait, moi, ça me permet de voir. Ça permet d'avoir des s'il y a un business derrière. Ouais, des métriques, ok. Donc, entre Topi Béton, Guide Béton, et t'as dit un troisième annuaire, tu as 5000, un peu plus visiteurs, tu poses ton formulaire, et ça transforme. Et en fait, ça me fait, tu vois, à l'époque, entre 500 et 1000 leads, alors que c'est pas du tout optimisé, que c'est complètement, c'est une logique, on pose un formulaire, quoi, en fin de page. Ça me fait entre 500 et 1000 leads. Donc moi, en gros, en ayant pas mal grenouillé dans l'univers des leads, je sais que la valeur moyenne d'un lead, c'est entre 8 et 20 euros, quoi. Et donc, du coup, je vais voir les bétonniers. Je leur dis, OK, bah, je te vends des leads et ça te coûte 8 euros par lead. Donc les bétonniers au début me regardent un peu en chien de faïence, me disent, enfin, ils connaissent pas vraiment le marketing en fait, hein, et me disent, bah ok, pour faire un test, on t'achète des leads. Sauf que les leads en fait derrière il faut les transformer, et qu'un bétonnier en fait est organisé en force de commercial, tu vois, itinérante, qui va visiter les chantiers en gros, et en fait les leads que je leur envoie ne sont pas rappelés ou sont rappelés très tard, et du coup ça transforme pas, ça marche pas. Donc je fais des deals à 20 à 40 000 balles et je les fais qu'une fois. Et du coup, là, je me dis... Attends, juste, je ralentis sur ce point. Pour toi, c'est compliqué à ce moment-là. T'as filé un lead à un bétonnier, de savoir comment il est traité et de savoir du coup qu'il n'est pas transformé. Tu n'as pas cette information ou c'est difficile de l'avoir? Bah, en gros, j'ai quand même l'info parce que... Tu rappelles les gens qui ont rempli le formulaire? Non, je rappelle pas, mais en gros, j'essaie de vendre. J'essaie de vendre une deuxième fois. Tu vois, Oui, d'accord. Au bétonnier, il te dit non, je fais un deal avec ça n'a pas marché. Ouais, c'est ça. Je fais un deal avec un premier bétonnier qui me rapporte 40 000 euros. Déjà, je suis hyper content d'avoir vendu 40 000 euros, mais quand j'essaie de revendre une deuxième fois 40 000 euros, bah, ça passe pas en fait. Et du coup, je cherche à comprendre parce que les mecs en face sont assez ouverts et tu vois, sont dans une logique pro-business. Donc c'est cool, mais ils me disent en fait on n'en fait rien et puis ça transforme pas ton truc. Comment ça transforme pas? Les mecs sont des intentionnistes, ils ont fait une demande, donc ça devrait convertir. Et en fait je me rends compte que, enfin tu vois, je leur pose plein de questions et je leur dis bah en combien de temps vous rappelez les leads, et en gros ils me disent 7 à 15 jours, tu vois. Mais pour un particulier 7 à 15 jours, c'est l'éternité. C'est une éternité, ouais. Je suis en train de faire ma terrasse ce week-end, je voudrais réagréer mon garage, c'est dans les jours qui suivent, quoi. C'est déjà passé, ouais. Ouais, ok. Ok, et du coup ensuite donc je me dis bon bah j'ai un flux, j'optimise un peu donc ça grossit et tout, et donc je me dis bah il faut que je vende le béton. S'ils savent pas le vendre, je vais faire leur boulot. Et du coup chacun son métier. Moi je fais du marketing et je sais vendre. Mais tu vas du coup jusqu'à la transaction. Ouais, exactement. Ouais. D'où d'ailleurs ton intervention sur ce podcast e-commerce. Exactement. Et du coup, je me mets à lancer Allo Béton en me disant on commence par une zone, on commence par Nantes parce qu'on est nantais et que c'est facile, et que à l'époque on tombe sur une directrice commerciale d'Unibéton qui est assez ouverte, qui vient d'arriver, qui vient d'un autre univers et qui nous file notre chance, quoi. Tu vois, nous dit bon, après ça lui coûte pas grand chose, hein, ça fait une ligne de business en plus, mais elle pousse la démarche en interne, et voilà, en fait ça a commencé comme ça. D'accord. Unibéton à Nantes, c'est quoi leur chiffre d'affaires? T'as une idée? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais tu représentes, donc c'est marginal, mais c'est suffisamment quand même intéressant pour eux pour qu'ils t'accordent un peu de temps. En gros, au début, je suis un petit maçon en volume, et puis après, je deviens un moyen maçon, et puis en fait, je grossis, tu vois, et je deviens un maçon sérieux. Donc, c'est intéressant pour eux. On répond au téléphone quand t'appelles. Ouais. Okay. Très bien. Donc ça c'est la création et la genèse. Après Topi Béton, Guide Béton, un troisième annuaire, tu lances Allo Béton il y a 4 ans et avance rapide aujourd'hui. 3 personnes, bientôt plus, 5000 visites par jour, 500 leads par jour. Tu ne l'as pas encore dit, ça tu me l'avais dit avant, mais on y viendra. Il y a un million d'autres. Alors ça aussi, entre, tu vois, les mauvais mois, on fait 150 à 200 leads par jour. Tu vois, le mois de janvier, par exemple, est un mois. Il y a une saisonnalité, du coup, dans une hyper grosse saisonnalité, ouais. En gros, quand tu
tu penses au béton quand tu penses à ta terrasse, et ta terrasse, tu y penses quand les beaux jours reviennent, donc c'est-à-dire en mars, quoi. En mars, on a un énorme pic de trafic, et je dirais de mars à août, c'est la saison. Alors moi j'ai 2 mains gauches et 10 pouces, mais le béton, ça sèche mieux quand il fait chaud, quand il fait froid. Est-ce que c'est plus facile c'est quoi le terme, le lisser, le tirer? Ouais, talocher, le tirer. Ok. Est-ce qu'il y a, en dehors de ça, en dehors de penser à sa terrasse parce qu'il commence à faire beau, est-ce qu'il y a une saison pour couler du béton? La meilleure saison, c'est quand il fait pas trop chaud. Tu vois, en gros, il peut y avoir des risques de craquelure. Je suis devenu un expert en béton, c'est affolant. Tu vois, quand il fait 25-30 degrés, ça peut sécher vite, et quand ça sèche vite, ça craque. Donc, l'été, c'est moins facile, mais tu as quand même des trucs qui te permettent de couler quand il fait très chaud. On met un produit qu'on appelle un produit de cure. En gros, on met de l'eau sur le béton qu'on a coulé avec un produit qui l'empêche de craqueler, qui lui permet de sécher progressivement. Enfin, l'eau aide à faire ça, et puis le produit en plus. Avec une élasticité, j'imagine, un peu de... Non, pas du tout. Pas du tout, ok, d'accord. Je t'ai dit 2 mains gauche, 10 pouces. Il y a un sujet d'élasticité qui est assez important, c'est tu peux rajouter du produit dans le béton qui le rend plus souple. On appelle ça la plus-value S4, et ça te permet de te moins péter le dos quand tu tires ton béton. Non seulement c'est technique, parce qu'on va parler SEO, SEM, netlinking, mais en plus c'est technique en pratique. D'accord. Tu peux nous donner quelques KPI sur le béton aujourd'hui? Ouais. En gros, sur Allo Béton, donc, pour t'expliquer un peu le process, le tunnel de vente. Donc, première étape du tunnel, tu décris ton projet. Donc, tu vas dire quel est l'usage. Nous, ça nous permet de sélectionner le bon béton, parce que en fait, tu as beaucoup de bétons différents, et c'est assez technique, et le particulier est paumé. Donc, nous, on part vraiment de l'usage. Ensuite, tu sélectionnes. Donc, tu lui demandes béton d'extérieur, d'intérieur, pour supporter, pour soutenir, pour. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une terrasse, tu fais une dalle d'abri de jardin, tu fais des fondations de murs, tu fais des fondations de maisons, et ça, en fait, c'est du béton différent. Ok. Qui va résister à des choses différentes. Ok. Donc, typiquement à l'extérieur, tu vois, il faut que ça résiste plus au gel. Et ça dépend des régions en plus. C'est ça qui rend notre business très compliqué, parce que tout est configurable et tu as plusieurs paramètres, dont la zone, c'est un paramètre. Typiquement, tu as des endroits en France où il gèle plus fort que d'autres. Okay. À Nantes, il gèle jamais parce qu'il fait toujours beau. Par contre, si t'es à l'est de la France, là, on se les pélasse, et donc du coup, il faut du béton résistant. Mais du coup, en fait, nous, on part de l'usage Donc ça, c'est le premier étage de l'entonnoir, c'est l'usage. Exactement. La deuxième étape, c'est l'accès chantier, qui est en gros un gros enjeu, parce que quand tu fais arriver un camion de 32 tonnes, tu peux pas le faire manœuvrer comme tu veux, c'est large, et donc du coup il faut s'assurer que les accès sont bons, et on peut rajouter des équipements qui te permettent d'aller par-dessus une maison, qui te permettent de franchir des obstacles, etc. Donc je vais pas rentrer dans les termes techniques, mais tu as plusieurs équipements qui sont des pompes, qui sont en fonction de l'endroit où tu vas couler ton béton. C'est ça, exactement. Okay. De l'endroit, de la distance, de pas mal de paramètres. Ok. Donc on voit déjà que c'est compliqué, parce que les équipements en fait le prix des équipements dépend de plein de paramètres en fait. Voilà. Et il faut combien de temps pour remplir le formulaire? Il te faut 5 minutes. Ok. Et en fait, on a beaucoup réfléchi. C'est à la portée de tout le monde? Pardon, je te coupe, excuse-moi, mais ouais. C'est à la portée de tout le monde? Ouais. Okay. En fait, la première version, on avait fait deux entonnoirs, un expert et un grand public qui partait de l'usage. En fait, on s'est rendu compte que celui expert où tu mets je veux mon béton C2530 XF1 n'était pas utilisé. Donc du coup, on a fait vraiment le truc où tu connais rien. Et c'est vraiment c'est très à la portée de tout le monde, quoi. Alors il y a quand même des options que tu peux activer qui pour le coup sont plus techniques, mais si tu laisses l'entonnoir sans t'occuper des options, c'est très très simple, quoi. Okay. Et donc dernière étape, on demande les coordonnées. Tu demandes les coordonnées avant de donner un résultat, un devis, ok. Bah, c'est hyper important pour nous parce qu'on a une grosse problématique de panier abandonné. Un chiffre qui est intéressant de connaître, c'est que grosso modo, un panier chez nous, c'est 1 200 € TTC. Et du coup, en fait, on a deux types de cibles. On a les gens qui aiment bricoler et les gens qui bricolent par nécessité parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et en fait, 1 200 € pour eux, c'est important. Donc, on a une grosse problématique de panier abandonné.
Et un projet de terrasse, si tu veux, c'est un projet aussi qui demande de la réflexion. Donc, t'as un certain nombre de choses qui font que tu peux. Enfin, c'est pas un achat impulsif. T'achètes pas. Tu l'as réfléchi. Ouais, tu l'as réfléchi. Tu l'as réfléchi ou tu fais une demande pour avoir le prix. Et puis après, en fait, t'en discutes pendant 3 semaines au dîner avec ta femme. Et puis tu te dis, bon, bah écoute, maintenant, c'est bon, on achète quoi. 1200 €. Alors ça, c'est une question vraiment par curiosité. Là-dessus, quelle est la part de matières premières et la part de services m'amener, enfin, je veux dire, le camion, les outils, le truc qui permet de passer au-dessus de la barrière. Alors, je voudrais pas dire de conneries, donc je suis en train de réfléchir. Curiosité pour avoir un ordre de grandeur. C'est de l'ordre de 30% sur le service. 30% service, 70% matières premières. C'est une moyenne vraiment, vraiment très très grossière, quoi. Mais enfin, ça dépend des cas de figure, parce que quand tu rajoutes une pompe, par exemple, qui est un équipement qui coûte très cher, parce que tu fais revenir un deuxième camion. Enfin, ça dépend. T'as des camions où la pompe est intégrée, mais en gros, c'est des camions qui ont des contenances qui sont limités, tu vois, à 5 mètres cubes. On parle de City Pomp, par exemple, ou de Pumi. Et puis, t'as des camions que tu dois rajouter, qui sont des camions, enfin tu colles un camion à un camion et en gros le premier camion déverse son béton dans l'autre qui pompe. Ok, très bien. je te crois sur parole. Ok, donc je comprends les différentes. Je pense que les auditeurs vont tout connaître sur le béton à la fin de ce podcast. J'espère qu'on n'aura pas perdu tout le monde. Donc j'ai compris les différentes étapes du tunnel. Pour comprendre ensuite les chiffres qu'on a en entrée et en sortie, tu m'as dit à peu près 5000 visiteurs par jour sur le site selon les périodes, c'est ça? Combien qui commencent le formulaire et combien qui le terminent? Alors 5000 c'est en consolidé, hein, donc enfin c'est plus que 5000, c'est dans les 6000 en consolidé, donc sur tous mes sites. Parce que tes différents sites, donc Toupie Béton, Guide Béton, il y a encore ce formulaire qui renvoie cette fois vers le formulaire Allo Béton. Alors c'est pas un formulaire, on a viré les formulaires parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus clair d'envoyer les gens sur Allo Béton et qu'ils convertissent, et puis ça nous évitait les maintenances, tu sais, cross-site, ce qui est toujours une galère, et donc du coup maintenant tout le monde convertit sur Allo Béton, donc voilà, donc on a une ventilation qui est tu vois, qui est importante. Enfin, grosso modo, les sites SEO qu'on a fait représentent un petit peu moins de la moitié du trafic. Voilà, ce qui est en fait du trafic et pas des leads. Enfin, les gens qui arrivent directement sur Allo Béton convertissent beaucoup mieux plus que parce qu'ils sont en fait évidemment. En gros ils sont sur la marque, donc ils changent pas d'univers de marque, et donc c'est plus clair, quoi. Et là, on parle pas encore de tes partenaires, mais on y viendra tout à l'heure puisque tu as signé des accords de distribution. Mais d'accord, donc c'était en consolidé le chiffre que je donnais qui était d'à peu près 5000, c'est ça? 6000. 6000, pardon. 5000, c'est sur Guide Béton qui est notre plus gros site. Ok. Voilà. Et à peu près 500 qui le terminent, le formulaire. Ouais, alors 500, c'est 5 à 600, c'est les bons mois. Mais moins les mois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu as dit qu'en décembre, 150, 200. 150, 200 dans les mois pourris, ouais. Et est-ce que tu as fait des tests et des optimisations sur ce tunnel au cours des années? Je fais un pas de côté ici pour vous conseiller d'écouter l'épisode avec Preto. Et on en discutait avec Benoît justement avant de commencer. Sur Preto, qui est si vous ne connaissez pas, qui permet d'avoir comparaison de prêts bancaires ou de rachat de prêts bancaires, et qui donne le résultat avant de faire de l'embasement, avant de demander les coordonnées et du lead qui a rempli le formulaire. Et qui avait fait des études et qui réalisait qu'il y avait finalement moins de friction quand on le demande à la fin plutôt que quand on le demande avant de donner les résultats. Est-ce que toi, tu as fait des tests et des optimisations sur ton tunnel? On a fait plein d'optis. Et on en fait toujours, en fait. Ouais. On a fait surtout des optis de conversion. Et puis, on a changé pas mal de trucs dans le process de vente. Je pourrais t'en parler. Vas-y. En gros, je peux parler pas mal de la conversion avant de parler du process de vente. En gros, sur la conversion, on utilise un outil qui s'appelle Hotjar, qui nous permet de connaître finement en fait ce que font les internautes. Donc en fait, ça fonctionne à la fois avec des cartes de chaleur. Donc tu sais où ils cliquent, tu sais ce qu'ils voient en premier affichage. Et en fait, ce qui est pas mal dans Hotjar, c'est que tu peux faire des vidéos d'utilisateurs. Et donc du coup, quand tu t'en mates une vingtaine, tu sais ce qu'ils ont pas pigé, quoi. Ouais, tu vois les frictions direct. Tu vois les frictions. Donc les deux sont intéressants parce que avec les cartes de chaleur, tu as une vision plus analytique. Enfin, tu vois vraiment ce que font la plupart des gens. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qui bloque. Tu vois un comportement
Enfin, les les deux deux sont pas identifié quand tu développes ton site ou quand t'es de l'autre côté du... ça. Ouais, ok. Et les deux sont hyper complémentaires. Ok. Et tu vois, je me suis maté plein de vidéos de tes visiteurs. Ouais. Et tu vois, c'est... Qu'est-ce que tu voyais? Est-ce que tu as des... Ouais, tu vois par exemple sur les usages. Alors enfin, si les auditeurs vont sur le tunnel, ils verront que c'est pas forcément hyper joli, mais ça convertit bien. Et au début, quand on a lancé la nouvelle version, on avait fait un truc très joli, mais en fait, c'est pas forcément le joli qui convertit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de convertir en essayant de faire un truc joli, mais c'est la conversion qui est privilégiée, quoi. Qui est primordial. Donc, okay. Les trucs qui bloquaient, c'est par exemple les usages. Un truc pas clair sur les usages. On a fait des trucs un peu bêtes, qui peuvent paraître un peu bêtes, mais tu vois, 80% de nos demandes, c'est des terrasses. Et donc, du coup, quand tu remplis ton usage, c'est le premier truc que tu vois, c'est terrasse. Donc, on les a sortés par demande décroissante. Comme ça, le 80% des gens ne cherchent pas, quoi. Moins de clics ou moins de recherches, quoi. Moins de temps sur le truc. Ouais. Ok. Donc, c'est des détails, mais c'est des détails qui font que tu gagnes 0,5 points de transfo. Et en fait, à la fin, ça compte. Ok. En fait, si tu veux, de mon point de vue, on a un potentiel. Le potentiel, c'est notre trafic. Et en fait, toutes les micro-optimisations qu'on fait nous font avoir plus de leads, plus de business. Et en fait, c'est une source d'apprentissage qui est intéressante et aussi qu'on peut utiliser par ailleurs sur d'autres business, quoi. D'accord. Pour rester sur le business et si tu acceptes de répondre, tu m'as dit que tu as 3 employés de tête. J'imagine qu'avec des frais, on est à 150 000 € de coûts. Dans ces eaux-là, j'en sais rien. Dans ces eaux-là, ouais. Et 1,2 million de CA. Est-ce que vous dégagez de la marge actuellement? On équilibre. Vous êtes à l'équilibre. Ouais. Okay. En gros, on est légèrement déficitaire sur l'année dernière. Mon objectif pour l'année prochaine, c'est de faire x3. On s'est fixé une barre qui est assez haute, qui est à 3,5 millions pour cette année, quoi, pour 2020. Et je pense qu'on y arrivera. Et là, on sera très bénéficiaire. D'accord. x3 c'est forcément pas linéaire, en essayant de garder une structure de coût similaire. Exactement. Ok, tu vas être le roi du pétrole. Enfin, dans une petite mesure, mais c'est formidable, quoi. On va quand même ajouter une personne au commerce. Pour t'expliquer le process, une fois que tu as fait ton tunnel de conversion, donc tu as 2 manières de convertir. Soit tu convertis tout seul, et c'est ce qu'on veut. Je mets ma CB, je mets mes coordonnées, et puis un bétonnier prend contact avec moi. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe exactement. Tu mets ta CB, tu remplis ton créneau espéré, et du coup, nous, on te rappelle. Et c'est important qu'on te rappelle parce qu'il faut qu'on requalifie tes conditions d'accès, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont optimistes sur les conditions d'accès. Et pour nous, c'est c'est ça. Ok. Paradoxalement, c'est souvent les artisans qui posent problème parce qu'ils se disent, tu vois, ouais, 0 problème, machin. Et en fait, c'est ce qui nous provoque des litiges. Tu vois, quand un camion arrive avec du béton et qu'il peut pas livrer, le béton, ça se garde, ça se revend, c'est foutu. Ça peut essayer de se revendre, mais c'est compliqué de le revendre. Il faut le revendre dans les heures qui suivent, j'imagine. En gros, t'as 1 heure. Donc, faut faire du real-time bidding sur le béton, quoi. En gros, la problématique, c'est que si un bétonnier n'arrive pas à le refourguer, sa came, ça revient en centrale et c'est coulé à la benne. Et puis tu as des risques pour le camion, parce que si tu dépasses les 2 heures, ça commence à prendre dans ta toupie et donc tu fragilises ton matériel. Donc j'ai terminé le formulaire, vous requalifiez, vous appelez pour confirmer ou requalifier si besoin le besoin. En fait, t'as payé, ouais. Et à ce moment-là, on te rappelle et on vérifie tes accès sur Google Maps pour vérifier que tu nous dis pas n'importe quoi, et puis on te repose les questions. Ça, c'est pas automatisable, c'est une personne qui le fait. C'est une personne qui le fait, mais ça dure pas très longtemps en fait. Okay. La problématique qu'on a, c'est plutôt de réussir à joindre les gens. Après, c'est assez limpide, tu vois. Et ils apprécient, les particuliers apprécient qu'on les rappelle. Je viens de lâcher ma carte pour 1200 balles. Ouais, je suis content d'avoir un coup de fil. Je comprends d'un côté. Ok. Ça rajoute en plus de la légitimité du professionnalisme au service. Donc, ouais, okay. Ça crée beaucoup de valeur, cet appel-là. Ok. Donc ça, c'est la première étape, tu m'as dit. Et ça, un ordre de grandeur, c'est que je vais donner des fourchettes comme c'est mes concurrents n'utiliseront pas mes stats, mais en gros tu es sur des stats entre 1 et 3% de taux de transfo tout seul, là où en fait quand tu passes des coups de fil, donc ça c'est le deuxième process, quand un panier est abandonné, on a récupéré les coordonnées de la personne. C'est pour ça que nous on fait pas pareil que Preto, qu'on récupère
le téléphone et l'email de la personne qui nous fait une demande, là tu multiplies par 10 ton taux de conversion. Ok, donc la chance que tu as de faire le business ensuite, quoi. C'est ça, exactement. Mais bon... pourquoi est-ce qu'ils abandonnent les paniers? Parce qu'ils voulaient une information, parce que... en fait, on a plein d'hypothèses là-dessus et c'est justement un truc qu'on va travailler. En gros, notre intérêt, c'est de faire en sorte... on a deux chantiers sur lesquels on bosse pas mal. Le premier, c'est d'appeler les paniers abandonnés qui sont susceptibles de convertir. Donc, tu vois, on a fait un gros travail de machine learning là-dessus pour réussir à dire tel lead a telle chance de transformer. Et donc, du coup, dans notre back-office, on priorise les leads en fonction de leur espérance de transformation. Et ça, c'est un gros boulot qui est pas mal fait en B2B. Hein. Ouais, c'est du lead scoring, mais ça, du coup, j'allais te demander, vous utilisez un outil ou vous l'avez développé en interne? On a développé. T'as mis du machine learning sur ton historique de lead et de transfo. Ok. Exactement. Donc, tu es capable, en cours de remplissage du formulaire, de scorer... Pas en cours, une fois qu'il est rempli. Une fois qu'il est rempli. Ouais. Une fois qu'il est rempli, après, sur des problématiques de machine learning, il te faut beaucoup de data pour être fiable. Nous, en gros, tu as plein de critères et du coup, c'est pas encore parfait notre outil de scoring, mais ça nous permet d'appeler les leads qui ont plus de 15% de chances de transformer et c'est ça qui nous intéresse en fait. Ceux qui ont plus de 15% de chances de transformer et qui vont pas transformer tout seuls. Les mecs qui transforment tout seuls, t'en as pas besoin. Et ça, j'imagine que tu es capable d'identifier ces cohortes en fonction d'un certain nombre de critères que tu vas pas nous dévoiler. Mais en revanche, il y en a qui seraient capables de transformer, qui abandonnent le panier. Et ensuite, il y a ceux qui abandonnent le panier et tu sais que de toute façon, ils achèteront pas. Okay. Tout à fait. Et donc, toi, tu te concentres sur ceux du milieu, quoi. Ouais. Ceux qui ont abandonné, mais qui devraient transformer normalement. Qui sont capables de transformer. C'est exactement ça. Hyper intéressant. Donc ça, c'est la première chose qu'on cherche à optimiser. Et donc, on travaille sans arrêt dessus. Enfin, tu vois, là, on vient de se refaire une session pour optimiser ce qu'on a fait. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que les gens qui transforment pas transforment tout seuls. Enfin, les gens qui transforment pas et qu'on a choisi de pas rappeler transforment tout seuls. De l'emailing, de l'automation derrière. De l'automation, c'est de l'automation à balle. Donc ça, on commence tout juste. Pour le moment, on fait rien, mais on a un énorme potentiel parce que notre objectif, c'est de passer de 1 à 3% à 5%, tu vois. Ouais. D'où le x3 sur ton chiffre d'affaires d'ailleurs. Ok. Oui, d'ailleurs, j'y pense, mais actuellement, tu fais 1 à 3%, c'est ça, la marge de progression, elle est énorme. Elle est énorme, ouais. On fait rien. Le potentiel, ok. Très bien, donc j'ai un formulaire, j'ai fini le formulaire, j'ai un rappel, je qualifie ou confirme le besoin, j'active les paniers abandonnés sur lesquels ta machine te dit qu'il y a un potentiel de transfo. Il y a juste pour comprendre un peu, ton métier c'est un métier de SEO et on va y venir, tes méthodes d'acquisition, mais est-ce qu'il y a eu des erreurs, des plantages sur ces 4 dernières années et des apprentissages où tu te dis putain on a bossé 6 mois pour rien? Alors, un gros apprentissage, c'est les stats. Hein. Nous, on est assez pragmatiques, on regarde beaucoup les stats. Un apprentissage important, c'est de dire que les leads qui viennent directement sur Allo Béton convertissent plus. Et donc, du coup, on a fait beaucoup d'efforts de SEO sur des sites qui n'étaient pas Allo Béton et maintenant on arrête et on concentre nos efforts sur le SEO de Allo Béton. Ce qui n'était pas forcément la stratégie initiale. En gros, on a une stratégie un peu, tu sais, moi je suis référenceur depuis des années, donc je suis assez sensible au risque. Si tu perds ton référencement sur un support, ce qui est rare, et puis on fait bien les choses, donc on se couvre. Mais grosso modo, on a préféré diversifier nos sources SEO. Et puis, c'est sympa aussi d'être 5 fois sur une requête en première page, quoi. Ouais. Avec donc, différentes properties, différents sites, enfin différents. Ouais, okay. Exactement. Pardon. T'as des requêtes sur lesquelles, tu vois, on occupe la première page. Sur les 10 résultats, il y a que vous. Il n'y a pas que nous, mais on est 5-6 fois, quoi. C'est sympa. C'est super. Donc, on a le piège. Ok. Est-ce qu'il y a eu... Et du coup, pardon, tes apprentissages là-dessus, tu dis que vous vous basez principalement sur les chiffres. Vous êtes une boîte de données, quoi. Ouais, exactement. Donc, un apprentissage important, ça a été de dire que on investit sur Allo Béton et pas sur d'autres sites. Après, on a eu si tu veux, on s'est dit aussi de manière analytique...
combien coûte un appel chez nous, et ça a déclenché plein de réflexions du type les petits leads, on les appelle pas parce qu'en fait c'est pas rentable de les appeler. Tu vois, on a cheminé sur plein de sujets de manière éthique en disant sur quoi il faut investir, sur quoi l'investissement étant parfois un appel, hein, tu vois, un appel c'est un investissement qui en moyenne coûte 3 euros, donc il faut qu'on appelle les bons en fait. 3 euros parce que c'est le temps que va y passer la personne, son salaire chargé, overhead, ça coûte 3 euros. Exactement. Ok. C'est un appel de 5 minutes, 3 euros. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas très très long, 3 euros. Alors, t'as 5 minutes et puis t'as le temps pour arriver à joindre la personne que tu veux joindre. Parce que, donc appeler 1, 2, 3 fois, laisser un message. Donc on est en train de bosser pas mal là-dessus aussi parce que tu as des logiques de prise de rendez-vous que tu peux mettre en place. Ça paraît simple, mais en fait c'est compliqué. Et puis les particuliers qui font une demande n'ont pas forcément envie de prendre un rendez-vous avec toi. Donc là on est parti sur plein de logiques différentes d'automation pour pouvoir réussir à les appeler quand ils sont dispo, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a eu dans ces 4 dernières années un tipping point, d'un coup une phase d'accélération où tu t'es dit ça y est, on a déclenché quelque chose, En fait, on a été approché par un bétonnier pour être acheté il y a environ 2 ans. Ça nous intéressait pas, mais on a quand même écouté parce que c'est toujours intéressant quand tu es une startup. Toujours très agréable de se faire courtiser, quoi. Exactement. Je dévoilerai pas le nom de l'acquéreur parce que j'ai pas le droit. Mais du coup, en gros, en termes de ratio par rapport à votre CA à l'époque, un CA, 2 CA, une moitié de CA. Non, c'était entre la moitié et un CA. Ok. Et à l'époque, on était petits, donc c'était pas très intéressant. Pas intéressant. Ouais. Oui, mais ça faisait que 2 ans ou 3 ans que vous étiez dedans. Ça aurait pu être ça aurait fait des vacances, quoi. Ouais, mais en fait, c'est un peu notre projet où on expérimente des trucs et tout. Tu vois, c'est un sujet sur lequel tu peux faire du machine learning, tu peux tester des choses. Le configurateur, c'est un cas qui se retrouve sur plein de clients aussi, donc c'est sympa. Enfin, grosso modo. Et puis c'est rigolo, tu vois. Quand je raconte mes différentes boîtes à des dîners, les mecs se souviennent que de Hello Béton parce que c'est le truc rigolo, quoi. Donc en gros tipping point, est-ce que donc on a failli se faire acheter. En fait, ils nous ont collé un mec dans les pattes en disant ok, si on avance. Donc tu vois, on a vraiment pris le truc au sérieux, qui était un mec assez analytique. Et en fait, ce mec nous a dit vous avez un enjeu de scalabilité. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à être très très analytique sur ce qu'on faisait, parce qu'il disait grosso modo je vois mal comment vous allez réussir à équilibrer en grossissant, quoi. Soit vous enquillez les commerciaux, vous allez avoir au niveau charge fixe et coût variable, ça va pas suivre. Donc c'est ça qui a déclenché notre approche analytique, et du coup on s'est vraiment bougé. Sur l'optimisation de process en interne, du coup. Ouais, sur du calcul de rentabilité, sur qui on rappelle, est-ce qu'on fait des pricing différenciés ou pas. Voilà. Notre objectif sur Hello Béton, un truc qui est important, c'est qu'on veut absolument pas casser le marché, parce que nos partenaires bétonniers, en gros, ont des grilles de prix, et du coup on veut pas qu'ils se retournent contre nous en disant vous pétez les prix, sinon on se tire une balle dans le pied, quoi. Donc on a une marge de manœuvre sur les prix qui est relativement restreinte. Voilà, on a testé des choses, on a appris des choses, mais on est très vigilant là-dessus, quoi. Ok, cool. Pour parler un peu d'acquisition, du coup, on a parlé beaucoup de SEO. Vous faites aussi de l'achat média ? Ouais. Google, réseaux sociaux ? Alors, on fait pas mal de Google Ads. Donc moi, je suis un des anciens, un des fondateurs de Doolid. Doolid, c'est une boîte qui fait de l'automatisation de campagnes AdWords. Enfin, je suis sorti de cette boîte. Et donc, du coup, on était assez sensibilisés au sujet. Donc, on a fait pas mal d'AdWords. Et surtout que là, c'est hyper qualifié. Là, ça a vraiment du sens d'acheter du mot-clé. Ouais, et puis en fait, t'as plein de requêtes qui sont très intentionnistes. Qu'est-ce que cherchent les gens ? Béton terrasse ? Refaire la terrasse ? T'as plusieurs niveaux de maturité. En gros, un mec qui s'y connaît va taper toupie béton, ou alors des trucs très techniques. J'avais aucune idée que ça s'appelait une toupie, moi. Ouais. Ok. Mais dans le jargon, tu vois, des bricoleurs, c'est une toupie. Donc tu tapes toupie béton. Un mec qui n'y connaît rien va plutôt taper l'usage. Donc typiquement terrasse béton, dalle piscine, ce genre de trucs, quoi. Tu vois. Ok. Voilà. Et du coup, quels outils vous utilisez pour savoir quel mot-clé sur quel mot-clé investir du contenu et de l'achat média ? Alors, on utilise beaucoup SEMrush. Ouais, toujours.
Ouais, en gros, tu as des alternatives qui sont intéressantes, qui sont plus orientées SEO, genre Rank Explorer, ce genre de trucs. En fait, c'est des questions d'habitude. Moi, j'aime bien l'outil SEMrush que je connais hyper bien et qui est très intuitif et qui monte en proposition de valeur. Donc, on utilise pas mal ça. Surtout sur le SEO, et puis en fait le SEO et le SIA sont assez corrélés, hein. Enfin tu vois, c'est les mêmes recherches. Du coup, alors pardon, je continue sur l'achat média Google. Est-ce qu'il y a tu l'as dit, c'est très corrélé avec la création de contenu. Ouais. Vous faites toujours, et j'imagine régulièrement, de la création de contenu encore. Alors c'est pas forcément corrélé avec la création de contenu. Enfin, en gros, les requêtes sont les mêmes. Donc, si tu construis des pages avec ta règle qui est une page égale une expression, voilà, donc tu construis forcément des pages qui sont très orientées sur les recherches des gens. Par contre, sur AdWords, tu peux, enfin nous, ce qu'on fait, c'est des landings. Alors, on les personnalise pas beaucoup aujourd'hui, mais on aimerait les personnaliser. Enfin, ça fait partie des projets de 2020. Tu vois, en gros, une expérience que j'ai faite chez Doolid, c'est tu dois être au plus proche de ce que tapent les gens, et donc du coup il faut hyper segmenter tes landings. Tu vois, si un mec tape d'Alteras et que tu l'envoies sur une page qui parle de béton, c'est pas bien en fait. Enfin, il faut qu'il soit dans son univers de recherche qui est tu tapes d'Alteras, t'arrives sur une page qui parle d'Alteras. C'est ce que cherche l'internaute, donc il faut que tu sois collé à sa recherche, quoi. Ok. Donc en gros, on a un peu deux créations de contenu parallèles pour répondre à ta question. Une plus SEO très quali et une très orientée. Tu vois, un mec est pressé, il est il clique sur un AdWords et du coup, il faut l'orienter rapidement vers le formulaire. Exactement. Quoi. Ok, exactement. Entendu. Sur Google, il y a des apprentissages. L'apprentissage, c'est qu'il faut être hyper héroïste, et sur nos métiers, en fait, le ROI, faut pas s'arrêter au CPA. Tu vois, en gros, tu peux avoir deux niveaux d'optimisation. Tu peux optimiser ton coût par lead, ton CPL ou ton CPA, quoi. Et puis, tu peux optimiser ta rentabilité. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que les gens fassent des leads, c'est que ils aillent jusqu'à l'achat. Ouais, exactement. Donc, en fait, il faut être hyper rentabilisé. C'est ça qu'on regarde, en fait. Et plus tu peux segmenter, plus tu apprends de choses. Donc, si tu c'est qu'un mec qui tape d'Alteras, en gros, et va jusqu'à l'acte d'achat, je sais pas, à quelques pourcents, c'est mieux qu'un mec qui tape un autre mot à moins de pourcents, quoi. Enfin, et remplit le formulaire, mais ne transforme pas derrière, évidemment. Ouais, ça, quand tu le dis, ça tombe sous le sens, mais j'imagine que... Ouais, après, c'est pas mal de galères techniques pour arriver à ça. Il faut monter les outils de BI et tout qui vont bien, mais... Que vous faites en interne ? Ouais, qu'on fait en interne. Donc, en gros, on a deux niveaux de BI. On utilise un outil, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Kibana. Ouais. Kibana, moi, je suis pas très fan de l'interface. Je pense que si mon CTO entend ça, il va rigoler. Mais en fait, je lui dis souvent que je trouve que c'est moisi. Et en fait, en gros, on a un outil aussi interne. Voilà. Et puis on utilise depuis récemment Data Studio, enfin Google Data Studio, mais tout n'est pas encore sur Data Studio. On a des moulinettes qui nous envoient des emails et qui nous donnent les stats essentielles, quoi, tu vois. Ok, je me le garde pour plus tard, mais l'automatisation, en tout cas l'espèce de tour de contrôle d'information, c'est un truc qui m'intéresse aussi. SEO, SEA, SEM, du social ? Ouais, alors du coup, on externalise cette partie-là parce qu'on n'est pas hyper fort là-dessus. Enfin, j'avais pas d'expérience. Donc, on externalise à la fois de la création de contenu, tu vois, quelques posts par mois auprès d'un freelance, et on fait du Facebook Ads. De toute façon, il faut faire les deux en même temps quand on fait. Enfin, c'est l'enseignement qu'on a eu parce que il y a de la notoriété, il y a de la transfo, il y a du première recherche, il y a de la fin de recherche. Grosso modo, il faut que ton internaute aussi soit sécurisé sur le fait que tu es une boîte qui existe, et du coup, la publication participe au fait que le mec voit que tu es vivant, quoi. T'es pas qu'une boîte de dropshipping qui l'a capté sur un like sur... ok. Alors, on terminera par la distribution et les partenariats, mais en attendant, vous faites de l'affiliation. Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'affiliation dans ton domaine ? Alors, on tente d'en faire avec des sites spécialisés. On fait plutôt des partenariats que j'appellerais pas des partenariats d'affiliation, mais on fait des marques blanches avec des partenaires. Donc on a un partenariat assez prometteur avec Leroy Merlin, qu'on a mis du temps tu vois, à constituer, mais qui est intéressant pour les équipes de Leroy Merlin et pour nos équipes. Et puis
Globalement, on essaie d'en construire d'autres parce que Leroy Merlin, on bosse avec eux depuis septembre et ça commence à être intéressant. C'est pas encore significatif dans notre business. Enfin, ça nous, il n'y a pas de lien de dépendance, tu vois. Mais c'est intéressant. C'est vraiment. C'est surtout ultra qualifié. Un mec qui achète du béton ou qui se renseigne pour acheter du béton via Leroy Merlin, a priori, il est en plein dedans. Ah bah ouais, complètement. Ouais. Et du coup, c'est de la marque blanche? Tu m'as dit. C'est de la marque blanche, ouais. Donc il est sur le site Leroy Merlin ou en magasin Leroy Merlin? En fait, exactement, c'est de la marque grise. Parce que vous êtes cité à Allo Béton quand on cherche. Ouais. En fait, en gros, pour t'expliquer comment ça se passe, un partenariat comme celui-là, donc tu arrives sur l'univers de la marque Leroy Merlin, donc tu es sur un sous-domaine toupibéton.leroymerlin.fr. Donc c'est un sous-domaine Leroy Merlin en partenariat avec Allo Béton. Okay. Et en gros, plus tu avances dans les étapes de conversion, plus tu vois Allo Béton visible. Et en fait, en gros, c'est nous qui sommes responsables de l'achat. Et du coup, il n'y a pas de transfert de responsabilité aux partenaires. Donc, on est obligé d'afficher tous les éléments de devis, de facturation qui sont les éléments d'Allo Béton. Et c'était une première étape avec ce partenaire qui nous permettait d'aller vite. Peut-être que ça évoluera. Vous avez mis combien de temps à mettre ça en place? On s'est contacté, on a été hyper vite et les équipes de Leroy Merlin sont vraiment top. Tu vois, pour une boîte de cette taille, ils ont des équipes qui sont assez agiles. On a mis 6 mois. C'est marrant, c'est le deuxième invité à en parler. On en avait parlé avec Trusk, qui avait fait une immersion. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils avaient passé 1 mois en rayon chez Leroy Merlin. Justement pour tester le besoin et comment y répondre au mieux dans ce partenariat entre Trusk et Leroy Merlin pour faire la livraison. J'aime bien j'ai l'impression qu'ils sont très agiles. Ils sont agiles et puis ils sont user-centriques. Et ça, c'est cool. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils réussissent fort. Je serais heureux de les recevoir. Hein. Si quelqu'un de Leroy Merlin nous écoute, vous êtes bienvenus. Je te mettrai en relation avec les équipes. C'est du revenu share, du partage de revenus avec Leroy Merlin? Tout à fait, ouais. Ok. Donc il vous apporte des leads, vous les apportez à un bétonnier, le bétonnier va livrer un particulier, vous avez vendu le lead au bétonnier, vous partagez le revenu avec Leroy Merlin s'il est venu de Leroy Merlin. C'est ça. Dans les grandes lignes. Hein. Dans les grandes lignes, ouais. On vend pas le lead au bétonnier, mais Oui, enfin. Ouais. Ok. Il y a... je sais pas si je l'ai dit ou si je l'ai pensé très fort, mais du coup, il y a les leads qui viennent de Leroy Merlin, même s'ils sont marginaux. En tout cas, si vous n'êtes pas dépendant, si Allo Béton n'est pas dépendant de Leroy Merlin, ils sont hyper qualifiés. Ouais, super qualifiés. Et puis, en gros, ce qui est top, c'est que ça correspond à un trou dans la raquette du dispositif Leroy Merlin qui propose pas ça sur son site internet. Et du coup, en gros, généralement, un projet de béton, c'est un projet qui est vraiment en amont, quoi. Après, tu vas poser des trucs sur ta dalle. Si tu fais une fondation de maison, tu vas poser une maison dessus. Donc, oui, tu auras d'autres besoins autour. Donc, eux, exactement. Ça leur assure. C'est vraiment en amont des projets de construction et c'est hyper intéressant pour eux. Donc, on est encore petit pour eux, mais l'idée, c'est que ce soit intéressant pour tout le monde, qu'on grossisse et qu'on les fasse grossir. Enfin, on sera toujours une goutte d'eau. Hein. C'est gros. Ouais, mais des gouttes d'eau qui rapportent et qui posent pas de problème, c'est toujours très agréable, quoi. Ouais, et puis on expérimente pas mal de trucs avec Leroy Merlin, donc on les fait avancer et c'est un partenariat qui est intéressant. Ok. SEO, SEA, social, partenariat de distribution, j'imagine qu'il y en a d'autres dans le pipe, en tout cas vous avez dû comprendre avec Leroy Merlin, qu'il y a un réel intérêt. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? L'emailing, vous en faites? Alors on en fait assez peu en fait. Mais c'est le sujet, surtout l'automation. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, on a un flux qui est important et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on réussisse à mieux convertir ce flux. Donc, l'emailing, pour nous, ça va être l'automation, quoi. Ouais, donc j'ai marqué un intérêt, j'ai laissé mes coordonnées, il faut me transformer si c'est pas le cas. Est-ce que y a du repeat? Il y a assez peu de repeat. En gros, on a 5% de notre cible, de notre CA qui est généré par des artisans. Oui, et donc chez eux, il y a beaucoup de repeat. Ouais, il y a pas mal de repeat chez eux, donc c'est intéressant. Et vous les bichonnez particulièrement? Il y a une relation particulière avec les pros? On est un peu nul sur cette partie-là. Il faut qu'on progresse. Attends, vous êtes que 3, hein. Vous n'êtes que 3, pardon. Non, mais en gros, il faudrait qu'on fasse un produit, tu vois, qui soit vraiment
dédié aux artisans. Notre stratégie n'a pas été de s'axer là-dessus parce que, si tu veux, on veut pas non plus aller sur ce terrain-là pour pas être en concurrence avec nos partenaires bétonniers. D'accord, ok. Donc c'est pas la stratégie actuelle, tu vois. Faut rester en bon terme avec ton fournisseur principal de. Ok. Notre valeur, elle est vraiment sur les particuliers, elle est vraiment sur l'usage. Donc, il est pas dit qu'on s'y mette pas un jour, mais avec une logique maligne pour les bétonniers, quoi. Ta typologie de consommateur, du coup, elle est pas urbaine, elle est plutôt périurbaine ou province. Du coup, tu as expérimenté avec peut-être des canaux plus grand public, je sais pas, télé. Ouais, tout à fait. Par exemple. Ouais. On a fait un test, ça c'était le truc cool de l'année dernière. Donc on a fait un test en début de saison, on a eu une opportunité, tu vois, de remplissage. C'est un truc que les startups connaissent pas trop et qui est intéressant de parler dans ce podcast. On a fait du remplissage à une période où tu vois, il y avait des opportunités. En fait, tu paies vraiment moins cher dans ces cas-là. Donc tu vois, c'est sur du national, du régional. National, sur une petite chaîne de la TNT. Ok. Une petite chaîne. Je pense qu'ils vont dire quelle chaîne. Ils vont bondir s'ils entendent ça. Ok. Une immense chaîne qui était. Ouais, une super chaîne, une chaîne qui déchire. On a travaillé avec RMC. Okay. RMC Découverte. Ouais. Tu vois, donc on faisait un truc un peu particulier qui s'appelle du sponsoring. Donc le sponsoring, c'est pas de la publicité classique, c'est un peu c'est c'est du pré-roll. Carglass pour la météo. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Je dis Carglass, mais En gros, t'as un passage avant l'émission, au moment où tous ceux qui l'attendent sont devant leur poste. Tu passes juste avant la pub ou après la pub à la coupure, et puis tu passes en fin d'émission. Sur une émission d'éco, j'imagine, même pas. Non. Quel type d'émission? On a pris une émission qui a affinité à notre cible, enfin en faisant un pari avec la personne avec l'agence qui vous vendait l'espace, qui nous accompagnait, et on a pris Aux portes de l'Alaska. Ok, alors c'est quoi? C'est une émission qui parle d'aventure en gros. Ok. On a sponsorisé une émission de tuning de bagnole, tu vois. On a fait ce type d'émission plutôt cible masculine, même si les nanas commandent du béton, y a pas surtout pour faire des cadeaux à leurs mecs. Mais grosso modo, c'est ce qu'on a sponsorisé. On a eu un énorme pic de trafic. Tu vois, on faisait 6 passages dans la journée pendant 6 semaines. 6 passages par jour pendant 6 semaines. Ouais. Ok. 6 passages, donc c'est avant émission, pub et fin d'émission, par exemple. C'est ça. Donc, ok. 3 x 2, quoi. 3 x 2, ça représentait combien en temps cumulé? T'as une idée? C'est important? Est-ce que c'est important? Non, c'est pas important. En fait, quand tu fais du sponsor, tu fais quelques secondes. Tu fais de l'ordre de 6 à 7 secondes. Et ouais, en fait, tu martèles le même message. Et c'est ça à la fin. Enfin, si tu veux, ce qui est très drôle quand tu fais ça, c'est que sur Analytics, tu vois les moments où les gens voient la pub. En gros, ils sont sur leur smartphone et tu tapes un énorme pic. Et en fait, c'est très très smartphone, quoi. Smartphone, tablette. C'est marrant, j'en parlais la semaine dernière, je regardais l'émission Qui veut être mon associé, que je conseille parce que c'était vraiment sympa, ça fait de l'évangélisation grand public sans entrer dans c'était vraiment sympa, bref. Et il y a 2 startups qui sont passées, ça fait 20 ans que les startups elles passent à la télé à Drôle Capital. Il y a 2 startups qui sont passées qui étaient vraiment top, et le site a planté. Et je disais la base de la base, hein, enfin c'est de faire grandir de structurer ton serveur ou augmenter tes workers pour soutenir le trafic entrant, et à minima de mettre une landing où tu vas faire un peu d'embasement, tu vas mettre vu l'afflux de trafic, laissez votre adresse email, on vous recontacte. Donc toi t'as vu un réel pic de trafic. Alors RMC Découverte, c'est une grande chaîne nationale, mais c'est pas TF1, mais il y a quand même tu l'as vu. Donc pic de trafic, est-ce que ça a transformé? Alors, du coup, t'as plus de curieux, donc ça transforme moins que je dirais les pubs digitales. Tu disais trafic mobile surtout, c'est ça? Ouais. Ok. Mais grosso modo, donc, t'as un cycle qui est plus long. Tu vois, sur Allo Béton, on est sur un cycle de 20 jours de décision en moyenne, avec un écart type qui est quand même assez important. Mais grosso modo, ça a allongé le cycle de vente. Et puis, finalement, on n'a pas rentabilisé en tout cas, immédiatement après, on n'a pas rentabilisé. Enfin, en laissant passer un cycle, on n'a pas réussi à rentabiliser. Par contre, t'as un effet qui est l'effet long terme de la notoriété, et ça, c'est vachement intéressant. Tu stacks de la notoriété et donc potentiellement du trafic, et ainsi de suite, et du bouche à oreille. oreille. Je pense que c'est rentable sur le long terme.
Et c'est de l'ordre de 18 mois, tu rentabilises en 18 mois et après en fait c'est tout bénéf pour toi. Enfin, pour donner un ordre d'idée, Allo Béton c'était tapé environ 100 fois sur Google. C'est un bon indicateur pour savoir si ton trafic de marque augmente. Là aujourd'hui on est entre 1500 et 2000. Donc si tu veux, enfin grâce à la pub télé. Hein. Après la pub télé, et vous êtes resté dans ces moments-là, dans ces niveaux-là. Alors ça s'étiole un peu, ça diminue progressivement. Mais après, si tu, enfin, t'as deux effets qui se croisent. Hein. T'as la pub qui retombe, enfin l'effet pub qui retombe. Mais après, t'as de la reco en fait. Enfin, donc c'est difficile de mesurer. On est toujours sur des niveaux entre 1500 et 2000 recherches par mois, ce qui montre un vrai upside en fait de business. D'accord. Un point de détail, mais Google aime bien que les gens restent sur un site. Le taux de rebond ne joue pas en ta faveur en général. Comment est-ce que tu fais toi pour essayer de faire rester les gens longtemps sur ton site s'ils remplissent pas le formulaire? Bah en gros, souvent ils vont quand même à la première étape du formulaire. Okay. Et puis on a pas mal de gens qui remplissent le formulaire parce qu'ils veulent savoir le prix en fait. Enfin si tu veux, on est sur un truc qui est vraiment de l'ordre de la curiosité. Ouais, il y a de la curiosité en fait. Le prix c'est un truc qui intéresse. Et puis en fait c'est un projet cool. Nous on fait des projets cool. Hein. Enfin une dalle de terrasse c'est lié. Enfin tu vois quand tu passes il y a un côté plaisir, famille. Quand tu penses au printemps, tu te dis, enfin printemps-été, tu te dis, je vais me siroter quelque chose sur ma terrasse quoi. Cool. Le temps passe. J'aimerais juste pour finir que tu nous racontes un peu, que tu nous donnes quelques exemples d'automatisation pour capter de l'information. Tu m'as dit en intro que tu passais à peu près 1 heure par semaine à gérer cette boîte. Les 3 personnes, elles font quoi? Alors j'ai une directrice des opérations qui s'appelle Amandine et que j'embrasse, qui en gros gère l'activité. Puis après donc qui fait des tâches admin, qui s'occupe des litiges, qui fait de la négo avec les partenaires, une sorte de DG. Ouais, c'est ça, okay. Opérationnel quoi. Okay. Très opérationnel et du coup on a 2 personnes qui font de la requalification téléphonique, donc soit qui font de la requalification post-paiement, soit qui font de la requalification de paniers abandonnés. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour automatiser tout ça? Tu as quelques exemples? Bah, je dirais qu'on a pas mal automatisé. Une tour de contrôle, je veux dire, il y a comment... Bah, les stats, on les a pas mal automatisés. Ouais. On se les publie par email. On aurait pu se le faire sur Slack, mais en fait, c'était plus simple. Et du coup... Et qu'est-ce que tu as dans cet email? Bah, des stats qui sont vraiment découpés par caractéristiques. Tu vois, par exemple... tu as des stats par département, tu as des stats sur la typologie sur la volumétrie en mètres cubes de béton. Enfin, tu vois, ce genre de truc qui nous permet de regarder si globalement les actions qu'on a prises font évoluer les choses dans le bon sens. Ouais. C'est un email quotidien, hebdo? Non, c'est un email mensuel et puis après on a d'autres manières. En fait, en gros, notre cycle de vente, il est de 20 jours. Il faut bien garder ça en tête, c'est que tu as du recul 20 jours après les demandes. Et donc, Mais attends, ça veut dire que j'ai commencé le tunnel, je le remplis, j'enregistre, et j'y reviens, ou je suis relancé, et j'achète en moyenne au bout de 20 jours. En gros, tu regardes ton prix. En parallèle, tu as un email qui part dans ta boîte. Et donc, du coup, tu peux reconsulter ton devis. Ton devis, Et après, en moyenne, 20 jours après, tu passes à l'acte d'achat. Okay. Enfin, tu as des gens qui sont pressés et qui commandent tout de suite, hein, mais en moyenne, c'est 20 jours. Oui, d'accord. Donc une action, le temps qu'elle soit efficace. Ensuite, que les gens, qu'il y ait un pic de trafic, qu'il y ait du remplissage de formulaire et qu'il y ait de l'achat, il peut se passer un peu de temps, quoi. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, en fait, on avait tendance à regarder une métrique qui n'était pas du tout pertinente, qui était le taux de conversion en absolu. Sauf que, en fait, même si ton cycle il est de 20 jours, en fait, tu as un écart type qui est important. D'accord. Donc maintenant, les stats qu'on regarde, c'est les taux de conversion à N jours. C'est-à-dire que, par exemple, un truc qui est intéressant, c'est de savoir si à 5 jours, ton taux, il est pareil que à 5 jours, il y a 2 mois, quoi, tu vois. Et enfin, faut comparer des stats qui sont comparables. Le taux de conversion en valeur absolue ne veut rien dire parce que tu as un cycle de vente qui est pas comme des sites de e-commerce. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres automatisations que vous avez mis en place ou Bah là, l'automatisation vers laquelle on va, c'est les relances de paniers automatiques, quoi. Donc, email, SMS, tu vois, on va faire un truc assez processé. Bon, après, on a des automatisations classiques qui correspondent à à la gestion du cycle d'un client.
donc des alertes, des choses comme ça qui nous évitent d'avoir des problèmes lors de la livraison. Par exemple, c'est tout con, mais on relance 24 heures avant la livraison avec les consignes de sécurité parce que le béton, faut pas faire n'importe quoi avec. Et puis ça dit aussi aux particuliers, fais gaffe, tu vas te faire livrer. Hein, et quand le camion il est là, quoi. Donc, bon, après on a automatisé les trucs assez classiques du type la satisfaction. Enfin, on est assez quali en fait. Et c'était une proposition de valeur qui était importante pour nos bétonniers. Donc, tu vois, on est 5 étoiles sur Trustpilot et on a beaucoup bossé pour arriver à ça, quoi. Ouais, et il y a Trustpilot, mais il y en a d'autres. Je les avais notés, mais je les vois plus. Puis il y a Google My Business. Enfin, quand on tape Allo Béton, il y a plusieurs fois des belles notes sur la page d'accueil. Et donc ça, vous y travaillez, j'imagine. Ouais, à fond. Il y en a un que tu préfères? David? Ouais. Trustpilot? J'aime bien Trustpilot. En fait, en gros, on joue sur plusieurs terrains pour des histoires de SEO. Hein. Enfin, très clairement. Google favorise, j'imagine, les notes sur Google My Business, enfin les avis Google, non? Ouais, et puis en fait, quand tu tapes Allo Béton dans Google, parce que il y a de plus en plus de gens qui tapent le nom de la marque, en fait, tu tombes sur la fiche My Business. Donc, il fallait qu'on ait des notes sur My Business, et ça, on l'a compris sur le tard. Enfin, en gros, on a eu un mec qui nous a pourri sur My Business parce qu'il était pas content. Ça a eu un impact? Bah, en fait, on s'est retrouvé avec, tu vois, 0,5 étoiles sur 5. Et du coup, on s'est dit, bon, bah voilà, Trustpilot, c'est bien. Et on a, je sais plus combien d'avis, mais c'est assez important. Il faut aussi qu'on capitalise sur My Business. Et à ce moment-là, on a envoyé un peu en aléatoire le lien sur My Business ou sur Trustpilot, quoi. Est-ce que les gens... Et qu'est-ce qui remplissent plus facilement? Bah, je dirais que Trustpilot, c'est un côté plus sympa. Et nous, on préfère en fait l'outil. Hein. Et puis après, si tu veux, on utilise les widgets Trustpilot qui en plus te font remonter des étoiles en SEO, donc c'est intéressant. Ouais. Et font c'est un beau tampon de légitimité aussi quand j'arrive sur le site. Ouais. D'accord, mais en termes de SEO, est-ce que il vaut mieux privilégier En fait, les deux sont complémentaires. Si tu veux, My Business te permet d'avoir des étoiles sur ta fiche My Business. Mais tu ne remontes pas plus facilement parce que tu as une bonne note sur My Business? Alors, ce qu'on fait sur My Business, un petit tip SEO pour les auditeurs, c'est que on met pas juste Allo Béton dans le nom, on met Allo Béton, béton prêt à l'emploi. En fait, c'est important d'avoir le mot-clé dans son nom de business. Et du coup, ça te permet aussi de bénéficier du ranking, de la notation sur un mot-clé générique qui est, par exemple, béton prêt à l'emploi, où on aurait pu choisir d'autres choses. Mais en gros, donc, souvent, tu viens travailler sur My Business le nom de ta marque. Par contre, ce que fait Trustpilot, c'est que comme tu mets le widget, en gros, les étoiles apparaîtront sur les pages de résultats de recherche quand tu taperas un mot générique. Si par exemple, tu es bien référencé sur Dalbéton, que tu tapes ça dans Google, et du coup, tu verras le résultat Allo Béton avec les étoiles. Et donc, ça, c'est quand même. Les étoiles Trustpilot. Ouais, exactement. Donc, t'as le résultat. Attends, pardon. D'accord, j'avais pas compris. Le résultat Allo Béton, le lien Allo Béton avec les étoiles Trustpilot. C'est ça. D'accord. Ouais, et ça, c'est en intégrant le widget Trustpilot. Ouais, soit le widget, soit en faisant un truc... t'as une autre manière, sans utiliser le widget, qui est un truc connu par les référenceurs, qui est de mettre des données structurées, en fait, et qu'on préconise quand nos clients n'ont pas envie d'utiliser les widgets, parce qu'en termes d'intégration, c'est quand même relativement... t'es obligé de faire t'as différentes intégrations et tout, mais c'est chiant. D'accord. Et je crois que ce sera le mot de la fin, parce que j'avais dit que j'essayais de les limiter à 1 heure, et on y est. Benoît, merci énormément. Je t'en prie. T'as été. J'aurais pu encore te parler de plein de trucs, mais je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter. Tu reviendras l'année prochaine quand tu seras à 3,5 millions. 1 fois 3 en 1 an. C'est ce que je te souhaite, évidemment, de tout cœur. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce podcast? Est-ce que tu cherches, j'imagine pas des employés, certainement des clients, mais est-ce qu'il y a autre chose? On cherche un bras droit opérationnel sur Allo Béton. Pour aider Amandine, c'était ça? Pour aider Amandine, ouais, tout à fait. Ouais. En fait, on a d'énormes ambitions, il y a plein de sujets sur lesquels on bosse. Donc, on cherche un couteau suisse qui a une tête bien faite. Ça va être un enjeu important sur 2020. Donc, on te contacte sur LinkedIn? LinkedIn, ouais. Benoît Vasseur, VA, vous l'aurez dans le titre de toute façon, mais VA2SEUR. Entendu, on est en janvier 2020, donc un opérationnel pour aider Amandine à la direction d'Allo Béton basé à
À Nantes. À Nantes, La formidable. plus belle ville de France. Je répète. Benoît, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux à écouter ce podcast et de plus en plus nombreux surtout. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à mettre un commentaire et une bonne note dans 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Merci à tous et à bientôt. Merci Benoît. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.